Notre voyage nous conduira de la Nouvelle-Écosse aux Antilles, où nous jetterons l'ancre dans les îles Turques et Caïcos, à la Dominique et à la Martinique. De là, cap à l'ouest vers le Guatemala et le canal de Panama, pour remonter la côte pacifique le long de la Californie et de la Colombie-Britannique, avant d'atteindre notre destination finale, l'Alaska. La côte est de la Nouvelle-Écosse, au Canada. Cette bande de terre tournée vers l'Europe est une première escale bienvenue pour les marins qui viennent d'affronter l'immensité et les colères de l'Atlantique. En 1497, l'explorateur italien John Cabot, de son vrai nom Giovanni Caboto, découvre ces rivages par hasard, alors qu'il cherche une route occidentale vers la Chine. De retour en Europe, il décrit la région comme un pays de cocagne, aux mers si fertiles qu'il suffit de plonger un seau par-dessus bord pour attraper du poisson. Des pêcheurs venus de toute l'Europe affluent alors vers la Nouvelle-Écosse, inaugurant une tradition maritime qui perdure encore aujourd'hui. Dans cette région d'une beauté froide et pure, le mode de vie est intimement lié à l'environnement maritime. Pour s'installer ici, les colons doivent être résistants, courageux et surtout avoir la mer dans le sang. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, des vagues successives des migrants quittent l'Europe pour partir à la conquête de la Nouvelle-Écosse. Les Français débarquent les premiers, mais à l'issue d'un siècle de conflits, ils sont contraints de laisser la place aux Anglais. L'héritage français demeure dans quelques colonies acadiennes, comme cette imposante forteresse bâtie au XVIIIe siècle à Louisbourg. Mais ce sont les Écossais qui sont à l'origine du nom de la province. Au début de l'ère coloniale, ils arrivent par milliers, apportant avec eux leur culture spécifique, notamment sur l'île de Cap-Breton, à la pointe nord de la Nouvelle-Écosse. C'est là qu'est encore amarré ce bateau, qui constitue un héritage à lui tout seul. Il appartenait en effet à l'un des plus célèbres immigrants écossais, l'inventeur Alexander Graham Bell. En 1917, Bell lui donna le nom de sa fille, Elsie. Le bateau navigue toujours, soigneusement entretenu par un skipper dévoué, Peter, et par son équipage. Il nous accueille à bord pour nous emmener en croisière autour de Cap-Breton, une île dont on dit qu'elle est plus écossaise que l'Écosse elle-même. Au premier abord, la ville de Baddeck n'évoque guère l'Écosse. Mais les apparences sont trompeuses. Non loin de là, Glenora n'est pas peu fière d'abriter la seule distillerie de whisky pur malt située ailleurs qu'en Écosse. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises.
Le céilí, bal folklorique écossais, est une distraction incontournable sur l'île de Cap-Breton. Organisés dans les gymnases, les pubs ou les salles communales, les céilís attirent un public de tout âge. Les danseurs de l'île ont une spécialité, la gigue, qu'ils pratiquent dans son ancienne version, tombée dans l'oubli partout ailleurs. Il arrive même que des danseurs viennent spécialement d'Écosse pour en apprendre les pas et rapporter au pays des morceaux de musique dont les habitants de Cap-Breton n'ont pas changé une note depuis des siècles. Plus au sud, Halifax, port prospère, capitale de la Nouvelle-Écosse. Depuis les débuts de la navigation, Halifax est une plaque tournante du commerce maritime. La ville accueille depuis des siècles les marins européens et leurs cargaisons. La traversée de l'Atlantique en bateau est une expédition difficile, qui peut parfois tourner au drame. D'innombrables navires ont sombré au large de ces côtes battues par des vents furieux, le plus célèbre étant le Titanic. Au petit matin du 15 avril 1912, les marins d'Halifax se sont rués sur le lieu du drame, mais il était déjà trop tard. Tout au plus, ont-ils pu offrir aux victimes une digne sépulture. Ce monument à la mémoire des disparus témoigne de l'horreur qui a pétrifié la ville en cette aube funeste. Loin des flots tumultueux de la Nouvelle-Écosse, il est d'autres étendues d'eau plus chaude, où le style de vie est bien différent. Cap sur le sud et les Antilles. Notre bateau, le Blue Nose, a emprunté le nom d'un vaisseau très célèbre en Nouvelle-Écosse. Son élégante silhouette orne encore la pièce de 10 cents canadienne. Le Blue Nose 2 est la réplique exacte du bateau de pêche le plus rapide qui ait jamais navigué dans ces eaux. Our foremast is 118 feet to the top. Dans la première moitié du XXe siècle, le Blue Nose faisait la fierté des Canadiens en leur assurant systématiquement la victoire sur les Américains dans la célèbre course annuelle baptisée Trophée des pêcheurs. Ce navire, comme son ancêtre, a une voilure de plus de 375 mètres carrés. Il ne lui faudra que 5 jours pour atteindre les Antilles. John Cabot fut l'un des premiers Européens à débarquer en Amérique du Nord. Mais avant lui, un autre Italien avait jeté l'ancre dans des eaux plus méridionales. Christophe Colomb arriva dans la mer des Antilles en 1492. Comme Cabot, il croyait être en Asie. En fait, il avait découvert les îles qui allaient devenir les Indes occidentales, puis les Antilles. À la suite de son expédition, un flot ininterrompu d'Européens déferla sur la région. Ces immigrants ont activement participé à la construction de l'Amérique. Les îles Turques et Caïcos seront notre première escale. Puis, nous voguerons vers la Dominique, la Martinique et le Guatemala avant de traverser le canal de Panama. En arrivant en vue des îles Turques et Caïcos, on comprend pourquoi l'industrie du tourisme est florissante aux Antilles. Pour la plupart d'entre nous, ces perles dans leur écrin turquoise sont une destination de rêve.
Si Christophe Colomb avait débarqué ici au XVe siècle, nul doute qu'il aurait été ébloui par ce chapelet d'îles de sable blanc gorgé de soleil. Il aurait certainement rencontré les habitants de l'époque, les Lucaïens. Ce peuple a disparu. Mais notre guide Edward nous emmène sur l'île de Middle Caicos, sur les traces des derniers vestiges. Les Lucaïens se sont éteints peu après l'arrivée des premiers Européens, sans doute décimés par la guerre et la maladie. Nous ne savons pratiquement rien de leur mode de vie, si ce n'est qu'ils ont séjourné dans ces grottes calcaires. Aujourd'hui, ces îles inondées de soleil sont l'illustration parfaite de ce mélange unique d'Afrique, de vieille Europe et d'Amérique moderne qui donne aux Antilles une identité si particulière. Ici, les différentes cultures se mêlent et fusionnent avec un enthousiasme que répercutent les rythmes exubérants de cet orchestre de scie musicale. Les Turcs et Caïcos sont des îles prospères. Colonies britanniques, elles entretiennent des liens étroits avec le Royaume-Uni et développent une industrie touristique florissante. Les plages de rêve et les eaux transparentes des Turcs et Caïcos ne sont pas leur seul atout. Leur palette de couleurs et leur charme légèrement désuet sont autant d'attraits supplémentaires. Ainsi, l'île de Grand Turc, encale minée dans la mer turquoise, semble avoir la nostalgie de l'ancien empire. La situation des îles turques et Caïcos peut donner lieu à de petits arrangements troublants. Ainsi, les voitures étant importées des États-Unis, les volants sont à gauche. Mais comme les îles sont une colonie britannique, leurs habitants roulent à gauche. Autrement dit, le volant n'est pas du tout du bon côté de la voiture. Mais de toute évidence, cela ne dérange personne. Il est vrai que c'est un inconvénient mineur pour qui a la chance de vivre dans un décor aussi idyllique. Pour les amateurs de plage, ces îles sont un paradis terrestre. Après les îles turques et Caïcos, notre prochaine escale sera la Dominique. La mer des Antilles est plus vaste qu'on ne l'imagine. Christophe Colomb l'a sillonnée 3 fois avant d'atteindre les côtes du continent américain. La Dominique, dans les Petites Antilles, est à 1600 km au sud-est. Nous ferons le voyage à bord d'un catamaran, le Cyrano. Sylvain et Pascal, nos skippers, préparent le long périple qui nous attend. Ils établissent un itinéraire qui traversera toute la mer des Antilles.
La Dominique est très différente des îles plates et sablonneuses que nous avons laissées derrière nous. Une chaîne de montagnes volcaniques surgit de la mer, recouverte d'un sol fertile et de végétation tropicale. Sauvage, luxuriante, peuplée d'une multitude d'espèces animales, la Dominique est un paradis pour les amoureux de la nature. Malheureusement pour ses habitants, elle se trouve sur la trajectoire des cyclones. En 1979, le cyclone David, l'un des plus destructeurs de l'histoire, a fait 37 morts et 5000 blessés sur l'île. Il a dévasté toutes les cultures et anéanti la flotte de pêche. Mais l'île s'est redressée, les récoltes ont repoussé et la vie a repris son cours. La canne à sucre sert à fabriquer le célèbre rhum antillais. Et cette distillerie se targue d'être l'une des plus anciennes des Caraïbes. Mais une fois la journée de travail finie, les insulaires trouvent toujours le temps de consacrer 1 heure ou 2 à leur passion collective, les dominos. Pas question de quitter la Dominique sans s'aventurer dans l'épaisse forêt vierge qui recouvre l'intérieur de l'île. Les touristes qui refusent de visiter la Dominique parce qu'elle n'a pas de plage de sable blanc ne savent pas ce qu'ils perdent. Pour nous faire découvrir la forêt tropicale d'une autre façon, Grégory nous propose une promenade en barque. Très vite, la jungle referme sur nous son manteau de verdure et de silence. Comme la plupart des Antillais, les Dominiquais descendent des colons européens et des esclaves africains, immigrants venus ici de leur plein gré ou par la force après les voyages de Christophe Colomb. Avec un groupe d'Indiens caraïbes constitué des rares survivants de la population précolombienne, les Dominiquais forment un peuple vigoureux et résistant qui défend avec acharnement son île contre les assauts répétés des éléments. Avec sa beauté sauvage, la Dominique fait partie de ces îles qu'on ne peut pas oublier. À bord du Cyrano, notre croisière se poursuit sous un ciel si pur qu'il est difficile d'imaginer que nous sommes dans une région cyclonique. La Dominique est située entre la Guadeloupe et la Martinique, notre prochaine escale. Voici Saint-Pierre, sur la côte ouest de la Martinique. Niché au pied du volcan la Montagne Pelée, Saint-Pierre compte aujourd'hui un peu plus de 5000 habitants.
Au début du XXe siècle, Saint-Pierre était le joyau des Antilles françaises. Port prospère et grouillant d'activité, la ville avait alors une population de plus de 30 000 habitants. En 1902, la montagne Pelée se mit à émettre des fumerolles. Mais cette activité intermittente n'empêcha pas les habitants de Saint-Pierre de continuer à vaquer à leurs occupations. Au début du mois de mai, se produisirent les premières éruptions. Là encore, persuadée d'être à l'abri des coulées de lave, la population ne mesura pas le danger. Au matin du 8 mai, le cône de la montagne Pelée explosa. Un nuage de cendres et de gaz brûlants s'échappa du volcan et traversa Saint-Pierre à plus de 160 km/h, incinérant tout sur son passage et tuant 30 000 personnes en l'espace de 3 minutes. Seul un prisonnier, protégé par les murs de sa cellule souterraine, survécut à l'éruption. Le monde entier se précipita au secours de l'île dévastée. Des navires arrivèrent de France, de Londres, de New York pour aider à la reconstruction de Saint-Pierre qui, peu à peu, finit par renaître de ses cendres. Un siècle plus tard, jour pour jour, les Martiniquais commémorent la plus terrible éruption volcanique du XXe siècle. Des Européens et d'autres Antillais ont fait le voyage jusqu'à Saint-Pierre pour leur apporter leur soutien. Les habitants des villages les plus reculés se sont mis en marche avant l'aube pour rejoindre Saint-Pierre. Ce vaisseau, l'un des rares à avoir échappé à la destruction le jour de la catastrophe, revient ici pour la première fois depuis un siècle. Les enfants prennent la tête de la procession. Des milliers de personnes les suivent jusqu'à l'église pour rendre hommage aux disparus. Mais la journée ne sera pas que tristesse. Elle est l'occasion de fêter le triomphe de la vie sur la tragédie. Et au fil des heures, on commence à chanter et à danser dans les rues. À la nuit tombée, en guise de dernier hommage, les pêcheurs allument 30 000 lumières dans le port, une pour chaque défunt. Le lendemain, un nouveau bateau nous attend, le Banc de Loup. À son bord, nous allons naviguer vers l'ouest, en direction du continent américain. Le capitaine Gérald Jordan et son équipage hissent les voiles et mettent le cap sur le Guatemala. Christophe Colomb dut entreprendre 3 expéditions vers les Antilles avant d'atteindre l'Amérique. Et même lors de son 3e voyage, il était toujours persuadé d'être en Asie, à la recherche d'un passage vers la Chine.
L'Italien Amerigo Vespucci, qui navigua sur ses traces, donna par la suite son nom à l'Amérique. Comme lui, nombre d'entre eux longèrent les côtes de l'Amérique centrale et du Sud. Avant d'arriver à cette conclusion, ils n'avaient pas découvert l'Asie, mais un nouveau continent, l'Amérique. Bien sûr, il n'était pas nouveau pour tout le monde. Des indigènes peuplaient déjà ces contrées, où leurs ancêtres s'étaient installés des milliers d'années auparavant. Mais pour les Européens, cela ne faisait aucun doute. C'était le Nouveau Monde. La découverte de l'Amérique par les Européens changea à jamais le cours de l'histoire. Les premiers rivages sur lesquels débarquèrent les Européens furent ceux du Guatemala. Mais le joyau de l'Amérique précolombienne, niché à l'intérieur des terres, leur échappa. La côte orientale du Guatemala est une région paisible et peu visitée par les touristes. Ici, la vie tourne au ralenti sous la chaleur tropicale. Pour atteindre le cœur du pays, nous troquons notre voilier contre une embarcation plus modeste, à bord de laquelle nous remonterons le Rio Dulce pour explorer les montagnes du Guatemala. La rivière large et placide se ferait un chemin dans l'écrin verdoyant d'une forêt touffue. Bientôt le paysage change. Tout autour de nous surgissent des pics volcaniques et d'immenses lacs désertiques. Mais la plus belle merveille du Guatemala se cache dans l'épaisse jungle des plaines. Enfouies sous la végétation, les ruines d'une ancienne cité maya témoignent de la grandeur d'une civilisation dont l'influence s'étendait sur toute l'Amérique centrale jusqu'au sud du Mexique. Avec ses temples majestueux et ses immenses places publiques, Tikal était sans doute la plus importante des cités mayas. À son apogée, au IXe siècle, elle comptait 200 000 habitants. Ici, pendant plus d'un millénaire, des généraux ont commandé des armées, des artistes ont travaillé le bois et la pierre, des commerçants ont tenu boutique, des prêtres ont adoré leurs dieux, leur sacrifiant parfois leurs frères humains, tandis que des scribes gravaient des hiéroglyphes dans la pierre pour raconter leur époque. La civilisation maya était très avancée. Excellents astronomes et mathématiciens, les Mayas ont dessiné des cartes détaillées du ciel, mis au point un calendrier solaire précis et calculé les solstices, non seulement pour la Terre, mais aussi pour d'autres planètes. Mais au Xe siècle, après avoir brillé par sa grandeur, la civilisation maya s'effondra brutalement et Tikal fut abandonnée à la forêt.
Les raisons de ce déclin restent l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Et si les ruines des cités mayas commencent à livrer leurs secrets, archéologues et historiens se perdent toujours en conjectures sur ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Mais malgré l'effondrement des fabuleuses cités bâties par ses ancêtres, le peuple maya a survécu. Il y a aujourd'hui plus de 7 millions de Mayas en Amérique centrale. Et c'est leur culture, enrichie par les apports des immigrants arrivés au fil des siècles, qui donne au Guatemala son atmosphère si particulière. La ville de Chichicastenango est l'endroit idéal pour s'imprégner de l'esprit guatémaltèque. Elle abrite l'un des plus célèbres marchés d'Amérique centrale. Chaque dimanche, les Mayas arrivent de tous les coins du pays pour vendre ici leurs célèbres étoffes. Tomasa Macalio est sur place dès l'aube pour installer son échoppe. Elle fabrique elle-même tous les articles qu'elle expose, aidée par les membres de sa famille. Tomasa a hérité de sa mère l'art subtil du dessin et de la couleur. Elle le transmettra à ses enfants, c'est une tradition familiale, et un commerce transmis d'une génération à l'autre. Chaque famille de tisserands interprète à sa façon les motifs traditionnels, avec une précision et une habileté qu'aucune machine moderne ne pourrait égaler. Les principaux aspects de la culture maya contemporaine sont un mélange de traditions précolombiennes et de pratiques coloniales. Dans le domaine de la religion, le christianisme et les croyances mayas se sont amalgamés pour donner naissance à une pratique intense de la foi. Chaque week-end, des pèlerins affluent en ville. Ils récitent des prières mayas et répandent de l'encens. Les saints catholiques jouent un rôle très important dans la religion maya moderne. En particulier, Saint Simon, appelé Machimone en langue maya. Les Mayas viennent de partout pour prier l'effigie de Machimone, lui exposer leurs problèmes et implorer sa bénédiction. Ils lui apportent les offrandes qu'il préfère, encens, cigarettes et rhum. Au Guatemala, le mélange des cultures transparaît dans tous les aspects de la vie, depuis l'architecture jusqu'à la nourriture. Aussi riche et bariolée que les étoffes qui colorent les marchés, l'histoire des Amériques est partout où se pose le regard.
Une dernière incursion dans la mer des Antilles est le passage obligé pour pénétrer dans un autre océan, sur les rives duquel l'Amérique offre un spectacle très différent. Il y a un peu plus d'un siècle, la seule route de navigation possible entre les Antilles et le Pacifique passait par la pointe sud de l'Amérique et son redoutable Cap Horn. Ce voyage périlleux durait plusieurs semaines. Le XXe siècle nous a offert une autre option. Là où l'Amérique centrale se rétrécit en une étroite bande de terre, le canal de Panama la traverse d'est en ouest, reliant ainsi les deux océans. Chef-d'œuvre né de l'ingéniosité et de la volonté humaine, ce canal de 80 km, entrecoupé de 6 écluses, a révolutionné la navigation en Amérique. À l'approche du Pacifique, le canal s'élargit pour former une série de lagons tropicaux. Et soudain, nous voici en pleine mer, dans un autre océan et dans un autre monde. Les rivages tropicaux d'Amérique centrale cèdent la place aux côtes déchiquetées et venteuses du Mexique et de la Californie. Ces rives spectaculaires ont été explorées dès le XVIe siècle par des marins espagnols qui, ayant survécu au passage du Cap Horn, poursuivaient leur voyage vers le nord. En Californie, ils découvrent l'une des côtes les plus grandioses du monde, Big Sur. L'explorateur portugais Juan Cabrillo écrit en 1542 « La mer rebondit contre les montagnes qui semblent toucher les cieux. » Aujourd'hui, Big Sur est une réserve naturelle qui fait le bonheur des amoureux des grands espaces. Tandis que les rouleaux déferlent sur la plage, des phoques se prélassent sur les rochers. Des loutres de mer pêchent dans les eaux poissonneuses et des centaines de pélicans barbotent le long de la frange d'écume. Les immenses séquoias qui semblent toucher le ciel donnent toute la mesure de cette côte unique. Ce site a inspiré de nombreux artistes, photographes et poètes. Comme l'a écrit Henry Miller, Big Sur est telle qu'à la préhistoire, immuable, intemporelle. Ici, la nature sourit à son reflet dans le miroir de l'éternité. Avec son ciel d'azur et son climat chaud tempéré par les brises du large, la Californie est un jardin d'Éden. Depuis toujours, elle attire des immigrants venus du monde entier. Les gisements d'or, puis les industries électroniques et informatiques de la Silicon Valley, ainsi que l'industrie du cinéma, en ont fait un pays de cocagne, où l'on se rue pour chercher fortune. Et pourtant, le long de ces côtes, il est encore possible de se sentir seul au monde. En remontant vers le nord, le décor commence à changer.
Le ciel bleu se charge de nuages et de brumes. Les déserts rocheux se couvrent de forêts. Nous sommes au large de la Colombie-Britannique. Sur le rivage, des conifères surplombent une végétation luxuriante et humide. Par endroits, il tombe plus de 4 mètres de pluie par an. Voilée de nuages et d'embruns, la Colombie-Britannique est faite de montagnes désolées, de criques profondes et d'un chapelet d'îles. Cette côte est riche et fertile. Les eaux froides du nord grouillent de saumons, d'aigles fins et de crustacés. Dans les épaisses forêts de cèdres tapissées de mousse, prospère une faune abondante. Cette terre généreuse abritait autrefois la plus forte concentration de populations indigènes d'Amérique du Nord. Des tribus comme les Tzincyan, les Haïda et les Kwakiutl ont construit dans ces criques des villes de plusieurs milliers d'habitants, reliées au village par un réseau de voies commerciales. Voici les îles de la Reine Charlotte, à quelques encablures du continent. La vie de ces villages paisibles est centrée sur la pêche et l'exploitation du bois. Mais derrière cette apparence tranquille se cache une réalité plus complexe. Les îles de la Reine Charlotte sont peuplées depuis toujours par l'une des plus surprenantes tribus indiennes du Nord-Ouest, les Haïda. Aujourd'hui, de nombreux habitants de l'archipel perpétuent cet héritage. Et cette fête de fin d'année scolaire se déroule selon la plus pure tradition Haïda. Est-ce parce que les Européens n'ont pas débarqué ici avant la fin du XVIIIe siècle, ou parce que les habitants des îles formaient déjà une communauté stable et prospère? En tout cas, les Haïda ont mieux résisté à la colonisation que la plupart des autres tribus indigènes. Ils ont investi dans une flottille de pêche moderne et perpétuent les traditions de leurs ancêtres tout en les adaptant aux contraintes du monde d'aujourd'hui. Prenons le travail du cèdre par exemple, arbre emblématique de la Colombie-Britannique. Il était jadis le pilier de la vie économique, artistique et religieuse Haïda. Tout était fait à partir du cèdre. Des bateaux aux maisons, des ustensiles de cuisine aux vêtements, des totems aux parchemins sacrés. Aujourd'hui, les Haïda tirent parti des qualités spéciales du cèdre pour fabriquer des objets destinés au marché actuel. Garner Moody travaille le bois comme ses ancêtres. Ses œuvres respectent une tradition fortement ancrée chez les Indiens Haïda. Mettre l'art au service de la représentation de la nature. Je sculpte une pièce de cèdre jaune pour représenter un corbeau et la lune. Le corbeau est là, en bas, et il tient la lune entre ses ailes. Les masques et les peintures des artistes Haïda sont très prisés par les amateurs d'art contemporain, qui apprécient leur authenticité et la force que ces œuvres dégagent. Le totem est resté l'un des emblèmes essentiels de la côte nord-ouest. Chez les Haïda, c'est la forme artistique la plus populaire. Ces dessins traditionnels célèbrent la fusion entre les clans Haïda et les différents animaux qui leur sont associés.
Une promenade en kayak dans le dédale silencieux des bras d'eau est le meilleur moyen de comprendre le pouvoir de cette région sur l'imagination de ses habitants d'hier et d'aujourd'hui. C'est à bord d'un chalutier que nous quittons les îles de la Reine-Charlotte pour la pointe nord de l'île de Vancouver. Un spectacle inoubliable, autre tradition d'une culture foisonnante nous attend là-bas. Ici, à Alert Bay, les Kwakiutl exécutaient déjà ces danses des siècles avant l'arrivée des premiers colons. Elles étaient le point d'orgue d'une compétition que se livraient les chefs, chacun d'eux cherchant à affirmer sa supériorité en offrant à ses rivaux des festins somptueux et une débauche de cadeaux. Les Kwakiutl reproduisent aujourd'hui ce rituel dans ses moindres détails, comme pour affirmer que leur culture a survécu bien que le monde ait changé. Nous voici arrivés à la dernière étape de notre périple, l'extrême nord du continent américain. Embarquement immédiat pour un époustouflant survol aérien d'une immense contrée sauvage. Terre du bout du monde, l'Alaska déroule sous nos pieds ses montagnes magistrales et ses rivages glacés. Il y a des milliers d'années, ce portail vers l'Asie a été franchi par les premiers humains à avoir posé le pied en Amérique. Puis ils se sont dispersés aux 4 points cardinaux pour constituer les populations indigènes du continent. Bien plus tard, au XVIIIe siècle, d'autres colons ont débarqué ici. Des Européens arrivés du sud par la mer. Mais des explorateurs russes les avaient devancés. Venus par la route du nord, ils ont marqué l'Alaska de leur empreinte et fondé des colonies à partir desquelles se sont développées les villes désormais américaines de Juneau ou d'Anchorage. C'est dans ce décor grandiose que s'achève notre croisière autour d'un continent tout entier.
Au fil d'un voyage le long des plus belles côtes du monde, entrecoupées d'escales sur des rivages hostiles ou enchanteurs, les sauvages Amériques ont déroulé sous nos yeux leur exceptionnelle mosaïque. Après la démesure des grands espaces américains, c'est un continent aux dimensions plus modestes qui nous attend. Mais il est riche d'une profusion de cultures et pétri d'histoire. Ici, la beauté de la nature fusionne harmonieusement avec la tradition, l'art de vivre et le raffinement. L'Europe romantique est la destination de notre prochaine croisière.